Bonjour. On s'intéresse aujourd'hui aux forces magnétiques. Il y a deux types de forces magnétiques. Lorsqu'on demande de calculer la force magnétique, il y a deux types possibles. Ou bien la force de Lorentz, ou bien la force de Laplace. La force de Lorentz, elle s'applique sur une particule chargée. Par exemple, un électron en mouvement ou bien en proton. La force de Laplace, elle s'applique sur un circuit parcouru par un courant. Commençons donc par la force de Lorentz. La force de Lorentz, généralisée, normalement F est égal Q. Q, bien sûr, c'est la charge de la particule qu'on doit calculer, la force qui s'exerce sur cette particule, fois donc E plus V vectoriel B. Donc il y a deux parties dans la force de Lorentz, la partie électrique et la partie magnétique. Si on parle du champ électrique, on parle du Q fois E. Cette partie, elle peut être calculée même si la particule chargée elle est au repos. Et si la particule est au mouvement, on peut ajouter la partie magnétique de la force de Lorentz, Q fois V vectoriel B, bien sûr, lorsque la particule possède une certaine vitesse, donc elle est en déplacement. Donc, pour mieux comprendre cette force et l'effet de cette force, je vais prendre une plaque conductrice. C'est une plaque conductrice comme ça. C'est une plaque, donc, disons, de hauteur H, de largeur A et de longueur B. Et je peux définir ici le système de coordonnées cartésien X, Y et Z. Lorsque je parle d'une plaque conductrice, donc normalement, il y a beaucoup d'électrons libres dans cette plaque. Ces électrons, ils peuvent être déplacés sous l'effet d'un champ électrique E. Donc, en premier temps, je vais donc appliquer un champ électrostatique E sur cette plaque. Bien sûr, ce champ E, il peut être créé par n'importe quel système. Dans ces conditions, les électrons, ils sont soumis à la partie électrique de la force de Lorentz, qui est égale à Q fois E. Et bien sûr, lorsque je parle d'électrons, donc je parle de charge négative. Donc, les électrons, ils vont, sous l'effet de cette force, ils se déplacent dans le sens contraire du champ électrostatique E. Donc, ils se déplacent comme ça. Quand la vitesse de déplacement elle est comme ça, c'est à cause, bien sûr, de la partie électrique de la force de Lorentz. Maintenant, une fois l'origine permanente est atteinte, je vais appliquer, en plus du champ électrostatique E, un champ magnétique B uniforme porté par UZ. Dans ces conditions, bien sûr, les électrons, ils sont soumis, en plus de la force électrique, de la partie magnétique de la force de Lorentz. Donc, la partie magnétique de cette force, c'est le Q fois V vectoriel B. Ici, le Q, c'est une charge négative qui est égale à moins la charge élémentaire, moins E, fois la vitesse. La vitesse, bien sûr, elle est dans le sens contraire de l'axe des Y, moins V fois Y, vectoriel, champ B qui est égal B0 fois UZ. C'est égal E fois V fois B0, où Y vectoriel UZ, c'est égal bien sûr UX. C'est égal à UX. Donc, la partie magnétique de cette force de Lorentz, elle est portée par UX. Donc, elle est comme ça. C'est la partie magnétique de la force de Lorentz. Donc, les électrons ne se déplacent plus dans ce sens-là, parce qu'ils sont soumis à la fois de la force électrique et de la force magnétique. Donc, ils sont soumis à la somme des deux forces,
donc les électrons, ils se déplacent de cette manière-là. De telle façon qu'on va obtenir un excès d'électrons sur cette face et par suite un défaut d'électrons sur l'autre face. Par suite, on a obtenu une différence de potentiel entre ces deux faces. Cette différence de potentiel implique l'existence d'un autre champ, un champ électrique E, qui s'appelle donc le champ de Hall, qui se dirige bien sûr du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Ce champ, qui s'appelle champ de Hall, bon, il est très faible quand même par rapport au champ extérieur dès le début, mais ce champ de Hall, il va nous introduire une autre force, une troisième force qui s'exerce sur les électrons, qui s'appelle force de Hall. Bien sûr, la force de Hall, c'est égal Q fois E de Hall, donc elle se dirige dans le sens contraire du champ de Hall. La force de Hall et la force magnétique sont de sens contraire, donc en régime permanent, on dit que la force de Hall plus la force magnétique, leur somme est égale à 0. Bon, bien sûr, je n'ai pas utilisé ici, par exemple, la force électrique, la première force électrique ou bien le poids des électrons, parce que je vais m'intéresser seulement à la projection sur l'axe des X. Donc, la force de Hall plus la force magnétique est égale au vecteur nul, c'est-à-dire qu'en régime permanent, la force de Hall en module, c'est égal à la force magnétique. C'est-à-dire que le E fois E de Hall est égal à E fois V fois B. Et bien sûr, à cause de cette égalité, on peut déterminer par exemple le champ magnétique B, ou bien le champ de Hall, ou bien n'importe dans quelle grandeur inconnue. Déjà, cette méthode, elle est utilisée dans le laboratoire du TP lorsque vous calculez le champ magnétique à l'intérieur de la bobine d'Helmholtz. Vous utilisez donc une sonde reliée au teslamètre pour déterminer le champ B. La base du calcul du champ B par ce teslamètre, elle est basée donc sur l'effet Hall, et le champ B il est calculé à partir de cette formule. Donc, ça c'est le premier type de force magnétique qui est la force de Lorentz. Cette force, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est appliquée sur les particules chargées. Maintenant, le déplacement des électrons nous introduit bien sûr un courant électrique. Parce que le courant c'est quoi? Le courant, ce sont des électrons ou bien des porteurs de charge qui se déplacent. Donc, le courant, généralement, le courant, c'est un courant volumique. C'est un courant volumique, défini donc par une densité volumique de courant J. Si par exemple, on a un cylindre comme ça, d'axe OZ, ce cylindre, il est soumis à l'application, c'est un cylindre conducteur en premier temps, et il est soumis à l'effet d'un champ électrique E. Sous l'effet du champ électrique E, les électrons se déplacent sur la surface de ce cylindre et on parle de la densité volumique de courant J. Le courant linéique I, qu'on utilise donc souvent, il est égal à l'intégrale double de J scalaire ds. Le ds, c'est quoi? S, c'est la surface qui est orthogonale au sens de déplacement des électrons. C'est-à-dire ici, la surface qui est orthogonale au sens de déplacement des électrons, c'est bien sûr la surface de base. Donc, le courant I, par exemple, ici, c'est l'intégrale double. Le J, il est porté par UZ, ou ds, lorsque je parle de la surface de base, c'est le R dr dθ fois UZ. Donc, c'est égal J fois R dr fois dθ
0 de pi, 0 et grand R. C'est égal J, R carré sur 2 fois 2pi, donc c'est égal J fois pi R carré. J fois pi R carré. Maintenant, si les courants sont surfaciques, c'est-à-dire que les électrons, au lieu de se déplacer au milieu du cylindre, à l'intérieur du cylindre, ils se déplacent seulement, les électrons se déplacent seulement sur la surface latérale du cylindre. Donc, je parle ici de la densité surfacique de courant Js. Dans ces conditions, le courant I, c'est la circulation de Js fois dl fois le vecteur normal. Ici, bien sûr, lorsque je dis n, le vecteur normal, il est normal à l'élément de longueur dl. Donc, le Js, c'est quoi le Js? Le Js, il est porté par Uz. Le dl, comment on choisit donc l'élément de longueur dl? Le dl, c'est un élément de longueur qui inclut dans la surface où les électrons se déplacent. Donc, le dl, il est inclus à la surface latérale. Et alors, lorsque je parle de ds latéral, par exemple, c'est-à-dire je parle de r dθ fois dz. C'est-à-dire, dans l'élément de surface de la surface latérale, je parle de deux éléments de longueur, le dz et le r dθ. Le dl, c'est l'un de ces deux éléments, mais c'est l'élément orthogonal à Js. C'est-à-dire, le Js porté par Uz, donc le dl ne peut pas être dz. Le dl ici, c'est le r dθ, et le vecteur normal, bien sûr, qui est orthogonal à dl, c'est le Uz. Donc, c'est le r fois Js fois 2pi, en intégrant, bien sûr, entre 0 et 2pi. Donc, comme ça, on peut passer d'une densité surfacique ou bien volumique de courant à un courant linéique I. Ben, maintenant, lorsque un système, un certain circuit, est parcouru par un courant I, dans ces conditions, on peut parler de la force de Laplace. Le système peut-être le plus simple que vous savez donc déjà les classes secondaires, c'est l'expérience des deux raies parcourues par un courant créé par un générateur comme ça, donc de force électromotrice E. Et ces deux raies, donc le système, donc il est fermé par une tige conductrice. Bien sûr, ici, lorsque ce générateur délivre un courant, le courant, il circule de cette façon-là. Et bien sûr, je vais définir, comme d'habitude, un système de coordonnées. Donc, je vais définir le système de coordonnées comme ça. Système de coordonnées comme ça, cartésien. Cette barre, normalement, elle est soumise à son poids, elle est soumise à la réaction de ces deux tiges. Et si en plus de ce générateur, le système il est plongé dans une région où règne un champ magnétique B, donc la barre elle est soumise aussi à la force de Laplace. La force de Laplace c'est quoi? La force de Laplace c'est l'intégrale de IDL vectoriel B. C'est-à-dire, donc, je parle de la force de Laplace lorsque le circuit il est parcouru par un courant I et il se trouve dans une région où règne un champ magnétique B. Dans ces conditions, je parle de la force de Laplace. Donc ici, par exemple, la force de Laplace, c'est quoi? C'est l'intégrale de IDL. Le dl, c'est quoi? Le dl, c'est un élément du courant. Le courant dans la barre se déplace suivant l'axe des x. Donc le dl, c'est le dx fois ux. Vectoriel B qui est déjà porté par uz. Donc, il faut toujours faire attention entre le dl, lorsqu'on utilise le théorème d'Ampère,
Le DL, c'est un élément du contour d'ampère. Et le DL, lorsqu'on utilise la force de Laplace, le DL, c'est un élément du courant. C'est un élément parallèle au courant. Donc, dans ces conditions, ça c'est donc le I fois B, fois l'intégrale de dx, ux vectoriel uz, bien sûr, dans x, y, z. Ux vectoriel uz, c'est le moins u, y. Le dx, si la barre, donc, elle est de longueur grand L, donc elle est de 0 à grand L, c'est égal moins I, B, L fois Y. Donc, il faut bien faire attention entre les deux types de forces magnétiques. La force de Lorentz qui s'applique sur les particules chargées et la force de Laplace qui s'applique sur un système macroscopique parcouru par un courant. C'est tout un système macroscopique, une tige, une spire, etc. Et merci.